Il est 15 h, merci d'être avec nous sur BFM TV dans l'après-midi info à la une de l'actualité. Le RN en meeting à Nice ce dimanche avec son nouveau slogan « Jusqu'à la victoire ». Le parti lance sa campagne permanente en espérant d'éventuelles élections anticipées. Nous serons sur place dans un instant avec Sophie Dupont et nous suivrons dans quelques petites minutes le discours de Marine Le Pen en direct sur BFM TV. On va en parler également en plateau avec Anne-Sora Dubois et Olivier Vial. À la une également, au moins une personne, une jeune femme est décédée et 10 autres blessés à Beersheva en Israël. Une attaque terroriste combinée a eu lieu aujourd'hui avec des coups de feu, des coups de couteau dans divers lieux de la gare centrale de la ville. L'assaillant a été neutralisé. Un attentat qui survient à un moment tout sauf anodin pour Israël. Demain, Israël commémorera bien sûr la pire attaque terroriste de son histoire qui avait provoqué la sidération dans le pays. De nombreuses cérémonies sont prévues ce 7 octobre et également dès aujourd'hui en Israël, mais aussi en France. Nous serons sur place. Et dans ce contexte, le sud du Liban est en état d'alerte, inquiétude de la population alors que les frappes israéliennes s'y poursuivent. Le Premier ministre libanais appelle d'ailleurs à faire pression sur Israël pour un cessez-le-feu et la rentrée scolaire a été reportée au 4 novembre. Quant à Gaza, une mosquée a notamment été touchée, faisant une vingtaine de morts. Mais tout d'abord, donc, la politique, meeting de rentrée à Nice pour le Rassemblement national qui a prévu d'en faire un par mois avec un nouveau slogan « Jusqu'à la victoire ». Sophie Dupont, vous êtes sur place pour BFM TV en plein procès des assistants parlementaires du RN. Le parti entend continuer à faire campagne, une campagne permanente finalement, Sophie, alors que Marine Le Pen va prendre la parole dans quelques minutes. Oui, exactement, Benjamin. Marine Le Pen qui a commencé sa semaine au tribunal judiciaire de Paris lundi dans l'affaire des assistants parlementaires du FN s'apprête à la terminer ici en meeting à Nice. Marine Le Pen qui va rentrer dans cette salle dans les toutes prochaines minutes. Elle va faire son entrée seule. Elle va prononcer un discours pendant une demi-heure dans lequel elle devra insister sur la situation financière du pays, sur le budget. Et après, ce sera au tour de Jordan Bardella de conclure ce meeting de rentrée. Premier événement militant du RN depuis les législatives. Le RN qui réunit ses troupes ici à Nice, mais sans leur nouvel allié Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes. Il ne fait pas partie du RN, tente de minimiser Jordan Bardella et Marine Le Pen en privé, qui précise quand même avoir dîné avec lui hier soir. Le RN qui va lancer cet après-midi, vous le disiez Benjamin, cette campagne permanente avec ce nouveau slogan « Jusqu'à la victoire ». Cette campagne permanente, c'est Jordan Bardella qui en est à l'initiative. Le président du RN, il entend effectuer un meeting par mois désormais pour maintenir la pression, maintenir la dynamique des électeurs du Rassemblement national et ne pas que la dynamique s'essouffle. C'est ce qu'il va faire passer comme message cet après-midi ici au pupitre. Reste que cette campagne permanente, c'est surtout un moyen pour les leaders frontistes de ne pas parler du procès des assistants parlementaires du FN qui s'est ouvert lundi, on le disait, dans lequel Marine Le Pen, elle est poursuivie pour détournement de fonds publics et où elle encourt une peine d'inéligibilité. Marine Le Pen qui retrouvera quand même les bancs du tribunal dès demain à Paris. Merci Sophie Dupont avec Dominique Le Picard en direct de Nice pour BFM TV où nous retournerons dans quelques petites minutes évidemment pour suivre le discours de Marine Le Pen. Mais avant ça, Anne-Sora Dubois du service politique. On le disait avec Sophie, ces meetings, cette campagne permanente une fois tous les mois pour faire oublier notamment donc, ce procès des assistants parlementaires, mais pas que, parce qu'il y a aussi cette autre volonté derrière, peut-être aussi de maintenir la pression dans le cas peut-être d'une prochaine dissolution. Oui, voilà, Marine Le Pen ne croit pas à une longue durée pour le gouvernement Barnier. Elle ne croit pas non plus au fait que Emmanuel Macron reste président jusqu'en 2027. Elle croit très fort à une démission au point que le président serait tellement empêché, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas poursuivre l'exercice effectivement de sa présidence jusqu'en 2027. Donc elle se tient prête. C'est aussi une façon de dicter elle-même le tempo de ce qui va être maintenant une période d'incertitude. Et si ça n'est pas une incertitude, en tout cas, qui va nous conduire jusqu'en 2027, l'idée c'est de dire je n'attendrai pas que la campagne soit officiellement lancée. À partir de maintenant, c'est campagne permanente. Il vous a pas échappé qu'il n'y a pas de campagne proprement dite en ce moment. Il n'y a pas de campagne électorale. Et pourtant, il y a ce meeting. Marine Le Pen se décrète un peu elle-même maîtresse des horloges à la place d'Emmanuel Macron et à la place de la vie politique. Outre le contre-feu effectivement de ce procès qui l'inquiète beaucoup, il faut le dire aussi. Marine Le Pen est très inquiète quant à l'issue de ce procès. C'est tout sauf la sérénité qui prédomine dans les rangs du Rassemblement national. Mais l'idée donc c'est de reprendre la main, de reprendre le tempo. Et puis on est aussi à quelques jours de après la déclaration de politique générale de Michel Barnier, à quelques jours de la présentation du budget en Conseil des ministres jeudi. Et il y a une large part qui sera faite, qui sera consacrée à cet élément très important de notre vie politique dans le discours de Marine Le Pen. Et elle réaffirmera sans doute en creux
sa surveillance vis-à-vis des décisions que prendra le Premier ministre. Olivier Vial, Marine Le Pen, elle sait qu'elle peut provoquer le départ du gouvernement et de Michel Barnier, qu'elle peut appuyer sur le bouton et donc elle est en position de force. Bah oui, elle le sait, avec quand même un petit bémol, c'est que elle sait aussi que le parti, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle lance la campagne, c'est pour ça qu'ils ont mis des crédits de formation très importants. Ils savent aussi qu'ils sont pas tout à fait prêts et que du coup il y a un petit peu de temps et qu'elle a aussi intérêt à gagner du temps. Il y a quand même une autre date, c'est que tant qu'on ne peut pas redissoudre l'Assemblée nationale, elle n'a pas un grand intérêt à appuyer sur le bouton de la motion de censure parce qu'on se retrouverait dans une situation à peu près équivalente. Donc je crois qu'aujourd'hui, ça laisse au gouvernement Barnier quand même quelques mois devant lui avec effectivement ce risque de censure qui peut arriver. Elle a la possibilité d'appuyer sur le bouton de la censure effectivement et donc de précipiter l'élection. Il faudra quand même qu'elle le fasse au moment où LFI et le Nouveau Front Populaire le décident aussi. Donc on a quand même une alliance qui sera assez baroque à ce moment-là, mais effectivement elle a cette capacité. Après par contre la campagne permanente, c'est bien. Mais Marine Le Pen, jusqu'à présent, elle a surtout monté dans les sondages quand elle était assez discrète. Donc une campagne régulière, je ne suis pas sûr que ça leur amène autant de plus-value dans l'opinion publique. Elle a bénéficié quand même très souvent de sa discrétion pour monter dans les sondages. Donc je ne suis pas sûr qu'effectivement, notamment Jordan Bardella, qui ces derniers temps a fait quelquefois des sorties un peu plus délicates, ça puisse lui servir. Donc je pense qu'elle a en plus une stratégie depuis le discours politique général qui est quand même une stratégie réellement d'apaisement. Elle a été par exemple beaucoup plus conciliante avec le gouvernement Michel Barnier qu'a pu être son allié Éric Ciotti. Donc là aussi on a des nouvelles réglages qui sont en train de se mettre en place. Il faudra regarder ce que ça donne. Alors qu'on voit dans cette salle pleine à craquer à Nice, donc ces drapeaux qui s'agitent, puisque Marine Le Pen est en train d'arriver sur la scène où elle va prononcer donc son discours d'environ une demi-heure, nous disait Sophie Dupont, notre reporter qui est sur place et qui va suivre cela pour nous. Vous voyez en direct sur ces images donc la présidente du groupe RN à l'Assemblée qui arrive, qui salue évidemment ses partisans et toutes les personnes qui sont présentes dans cette salle à Nice. Elle est toute seule, sans Jordan Bardella. Sans Jordan Bardella, qui prendra la parole lui après, mais ils n'arrivent pas ensemble. Oui, il y a une scénographie assez particulière qui a été mise en place, c'est-à-dire que Marine Le Pen traverse la salle seule avant de rejoindre le pupitre, et à la fin de son discours, Jordan Bardella va effectuer le même chemin, c'est-à-dire que lui aussi traversera la salle seul pour rejoindre la scène. C'est quoi le but de ça? Quel est l'objectif de cette mise en scène? Ils existent tous les deux, elle passe d'abord. C'est une façon assez claire de marquer qu'elle reste la primauté, la hiérarchie. Elle reste la chef, elle reste la candidate, elle reste effectivement... Alors, on va retrouver Sophie Dupont qui est sur place. Oui, Marine Le Pen, vous voyez, qui rentre dans cette salle, qui a commencé cette semaine, il faut le rappeler, au tribunal judiciaire de Paris, qui était mardi à l'Assemblée pour la déclaration de politique générale du Premier ministre, et qui finit sa semaine en tant que patronne du RN avec ses militants ici à Nice. Vous voyez, elle prend le soin de s'afficher tout sourire. Marine Le Pen qui a fait son entrée seule, qui va maintenant prendre la parole au pupitre ici dans cette salle pendant une demi-heure. Elle devrait insister sur la situation financière, sur le budget, ces points cruciaux. Elle va mettre la pression évidemment sur le gouvernement de Michel Barnier. Après elle, ce sera au tour de Jordan Bardella, le RN, qui lance cet après-midi la campagne permanente avec ce nouveau slogan que vous allez apercevoir derrière Marine Le Pen, jusqu'à la victoire. Le RN qui est convaincu que la situation actuelle ne peut pas tenir jusqu'en 2027, qui espère une nouvelle dissolution dans 10 mois et qui veut donc se tenir prêt. Vous voyez Marine Le Pen qui arrive, qui salue ses militants. Marine Le Pen qui a vraiment pris le temps de ce moment. Marine Le Pen qui retrouvera le tribunal demain alors que la salle l'applaudit et l'acclame. Marine, entend-on les 4000 militants qui sont ici à Nice cet après-midi. Merci beaucoup Sophie Dupont, donc en direct de Nice dans cette salle avec l'arrivée de Marine Le Pen qui va donc prendre la parole et qu'on écoute en direct sur BFM TV. Merci de votre présence si nombreuse. Avant même d'entrer, si j'ose dire, dans le vif du sujet, je voudrais vous dire ces mots simples. Si vous saviez, chers amis, chers militants, chers élus, l'espoir que vous nous donnez, et surtout l'immense force que vous dégagez.
Cette force ici à Nice, je la ressens tout particulièrement, pas seulement parce que cette ville incarne pour nous un incomparable joyau qui fait la fierté de tout notre pays, mais aussi parce que désormais elle est le point de départ de la grande union nationale que nous appelons de nos vœux. Vous le savez, chers amis, le courage est une vertu très rare en politique. La tambouille politicienne des derniers mois l'a tristement illustré. En rejoignant notre coalition électorale, Éric Ciotti a indéniablement su en faire preuve. La recomposition qu'elle a entraînée est un fait politique. Voilà le regard que je porte sur l'alliance que nous avons nouée avec Éric Ciotti. Elle est tout sauf anecdotique, elle est tout sauf simplement un symbole. C'est un événement majeur de la recomposition politique qui se dessine dans notre pays. Derrière l'écume de l'actualité, derrière les anathèmes, derrière les combines, derrière les arrangements médiocres. C'est cela aussi que nous devons retenir de la période que nous vivons. Si je vous dis cela, c'est parce que cette recomposition sera demain la condition de la victoire. Une étape décisive. 11 millions de Français nous ont fait confiance. Bien sûr que c'est une étape décisive de cette victoire que les résultats des législatives. C'est 3 fois plus qu'il y a seulement 2 ans. C'est absolument immense. Grâce à ce résultat, le RN est désormais et de très loin le premier parti de France. Le premier groupe de députés à l'Assemblée nationale. Et depuis juin, la première délégation de toutes celles, toutes nationalités confondues, représentées au Parlement européen. Cela doit susciter en nous confiance et espérance. À titre personnel, cette progression me donne surtout un immense sentiment de reconnaissance pour vous tous et un sens encore plus aigu du devoir, du contrat moral qui me lie à vous. Nous, élus, représentants du Rassemblement national dans le débat public, nous ne sommes après tout que vos mandataires, responsables de la mise en œuvre de votre volonté démocratique. Alors bien sûr, ces résultats et cet enthousiasme ne m'ont pas fait basculer non plus dans un optimisme béat. L'exaspération que vous ressentez et que ressentent nos compatriotes face à la gravité de la situation du pays, je la partage. Je la ressens. Je ne vais pas ici revenir sur les atermoiements et les combines de ces derniers mois. Tout a été dit sur le sujet et je crois que les Français, lors des dernières échéances électorales, se souviendront avec acuité de la manière dont la classe politique leur a tordu le bras lors des élections législatives et cherché à les invisibiliser depuis. Les aspirations des Français ont été ghostées, comme diraient les jeunes. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas rassemblés pour déplorer, mais pour continuer à agir, à convaincre, car la prochaine campagne a déjà commencé, ou plutôt elle commence ici, avec vous à Nice. Nous sommes rassemblés pour parler d'avenir et pour réaffirmer collectivement dans quelle direction nous voulons emmener la France, parce qu'elle vit objectivement des moments difficiles. Et pas seulement dans 1 ou 2 domaines, dans tous ou presque à la fois. Sécurité, immigration, pouvoir d'achat, industrie et désormais finances publiques, partout le navire France prend l'eau et semble promis, en l'absence d'alternance, à une course folle vers le déclin. Voilà pourquoi nous devons constamment rappeler, non pas seulement à nos détracteurs et à nos adversaires, mais à l'ensemble des Français,
la pertinence de nos solutions, aussi bien pour le pays dans son ensemble que pour les problèmes auxquels ils font face dans leur quotidien, à l'école, à l'hôpital, au travail. C'est cela qu'ils attendent de nous. Pas de l'idéologie, des remèdes, pas des paroles, des actes. Car nous ne sommes pas un parti de protestation, de contestation, pas un parti de brutalisation sociale et fiscale. Cela, nous le laissons avec plaisir à Jean-Luc Mélenchon. Nous ne sommes pas non plus le parti du mépris et des décisions verticales prises en vase clos par quelques technocrates, et encore moins le parti des fractures entre ceux qui sont quelque chose et ceux qui ne sont rien. Cela, nous le laissons volontiers à Emmanuel Macron et à sa minorité hétéroclite. Non, décidément, nous n'avons rien en commun avec ce que j'ai appelé depuis le mois de juin dernier le parti unique. Celui où l'on se coopte avec délectation aux élections avant de feindre, une fois la poussière de la campagne retombée, de se combattre dans l'hémicycle. Ce parti va de Laurent Wauquiez à Jean-Luc Mélenchon en passant par Emmanuel Macron. Parti de tous ceux qui se sont désistés les uns pour les autres aux législatives et se sont fait élire avec un seul objectif, empêcher une véritable alternance politique représentée par le Rassemblement national et ses alliés. Ce parti unique, il se moque de la démocratie, même s'il en a en permanence plein la bouche. Ce n'est pas le Rassemblement national qui exclut 11 millions d'électeurs des instances de représentation de l'Assemblée nationale, c'est eux. Ce parti unique est irresponsable. Ce n'est pas le Rassemblement national qui promet aux Français une cure de matraquage fiscal et social pour réparer les folies budgétaires commises par Emmanuel Macron depuis 7 ans, c'est eux. Ce parti unique est faible et irrésolu. Ce n'est pas le Rassemblement national qui prétend régler le chaos sécuritaire et migratoire en prenant des demi-mesures où la culture de l'excuse le dispute à la certitude de l'impunité, c'est eux. Il faut dire que là-dessus, avec l'attelage improbable dont nous avons hérité à l'intérieur et à la justice, ils ont sans doute réussi à réaliser la quintessence du « en même temps ». Avec eux, la sécurité des Français est pour ainsi dire en garde alternée. En semaine A, elle est confiée à M. Retailleau, en qui, avouons-le, nous avons trouvé un ardent défenseur de notre programme régalien, ce qu'on ne peut d'ailleurs que saluer, après tout, mieux vaut tard que jamais. En semaine B, changement d'ambiance, notre sécurité est confiée à la quintessence du gauchisme candide, en la personne de M. Migaud, qui est allé jusqu'à parler, non pas d'un sentiment d'insécurité, oh non, ce serait déjà trop, non, avec lui, nous en sommes à l'étape d'après. Désormais, notre propre ministre de la Justice parle d'un sentiment de laxisme judiciaire. Je vous laisse quand même imaginer quel niveau d'aveuglement il faut avoir atteint pour oser prononcer de telles paroles dans un pays qui présente les statistiques sécuritaires et pénales les pires d'Europe. Et ces paroles, M. Migaud les prononce moins de 10 jours après le viol et l'assassinat de Philippine, qui a mis en lumière la faillite de toute la chaîne sécuritaire et pénale de France. Mais ne croyez pas qu'ils s'arrêteront en si bon chemin. Dans quelques mois, ils nous parleront sans doute d'un sentiment d'inexécution des OQTF ou d'un sentiment de dépassement des records d'immigration en France. Et puis peut-être dans le 30e volume de ses mémoires, M. Le Maire nous parlera-t-il d'un sentiment de saccage des comptes publics. Face à cette mascarade, lorsque je vous dis que le temps qui nous sépare de l'exercice du pouvoir va passer vite, mes chers amis, c'est une conviction. Mais c'est aussi, il faut bien l'avouer, un espoir. Un espoir auquel il nous faudra donner corps en travaillant d'arrache-pied chaque jour, militants, élus ou citoyens. Cette grande alternance à laquelle nous aspirons, je la conçois non pas comme une déconstruction ou une disruption,
Je la conçois comme une grande œuvre de réparation de la France et au-delà de l'Europe tout entière. Et la tâche, là aussi, est immense. Je vous aime tous aussi et vous le savez en plus. Permettez-moi de lancer, puisque nous parlons d'Europe, un salut affectueux à notre ami Matteo Salvini, qui tient en ce moment même son grand meeting traditionnel à Pontida, accompagné de nos amis Viktor Orban, Premier ministre de Hongrie, et Geert Wilders, vainqueur aux Pays-Bas des dernières élections législatives. En votre nom, je les salue tous, ainsi que tous les Italiens patriotes chaleureusement. Partout en Europe, en Slovaquie, en Hongrie, en Italie, en passant par les Pays-Bas, les peuples se lèvent, portés par des hommes et des femmes d'État capables de rétablir l'ordre des choses. La victoire éclatante de nos alliés autrichiens du FPÖ, arrivés en tête des élections législatives de dimanche dernier, démontre que ce mouvement d'émergence d'une Europe des peuples et des nations est enclenché. C'est avec ces hommes politiques exceptionnels de lucidité, de pugnacité et de courage que, sous l'impulsion de Jordan et grâce à notre victoire historique aux européennes, nous avons constitué un grand groupe au Parlement européen, les Patriotes pour l'Europe, aujourd'hui 3e groupe de cette Assemblée. Les nations européennes font face depuis des décennies à un double affaiblissement contre lequel tous les dirigeants patriotes du continent s'emploient à lutter. Le premier résulte des mutations brutales qu'a imposées, souvent à marche forcée, le mondialisme économique, social et culturel. Ce mouvement de dérégulation des flux de biens et de personnes, l'Union européenne l'a impulsé, cajolé, encore et imposé à nos nations qui n'en finissent plus d'en payer le prix. Dépendance écologique, désindustrialisation, insécurité physique et sociale, l'échec de leur modèle est terrible, brutal et sans appel. La grande transformation des sociétés qui en a résulté, nous la subissons aujourd'hui en France. D'abord à travers l'effondrement productif des 40 dernières années, plus de 3 millions d'emplois hautement qualifiés détruits et une part de l'industrie dont le PIB désormais inférieur à 10%. Ensuite, à travers l'explosion des flux migratoires, qui ont atteint un niveau sans précédent au cours des 20 dernières années, avec un triple effet désormais parfaitement documenté par les statistiques publiques, hausse exponentielle de la délinquance et de la criminalité, creusement des déficits des comptes sociaux, dégradation du niveau de qualification de la population. Mais la mondialisation dérégulée, elle seule, n'est qu'une des deux dimensions, si l'on peut dire, du problème. Si elle a pu produire des effets aussi délétères sur les nations européennes, c'est parce qu'elle a été encouragée et facilitée par la mise en place d'un ordre juridique autonome en Europe. C'est en vérité à une rupture civilisationnelle majeure que nous avons assisté de ce point de vue. Là où les notions de souveraineté et d'État découlaient jusqu'ici de la volonté démocratique des peuples, nous avons peu à peu constaté l'émergence d'un véritable ordre juridique hors les murs, émanation non pas des peuples, mais d'une technocratie supranationale non élue. C'est de cela, mes chers amis, que résulte la folie normative européenne. Lorsque l'écologie punitive condamne notre agriculture, lorsque la dérégulation des marchés de l'énergie fait exploser les factures des ménages et des entreprises, lorsque les États se voient contraints d'accueillir des quotas de migrants sur leur sol, décidés par la Commission européenne, sous peine de payer des amendes exorbitantes, lorsque nous nous voyons condamnés à la vassalisation numérique face aux États-Unis et à la Chine, depuis 25 ans, nous assistons à un véritable continuum dans la confiscation progressive des leviers démocratiques qui constituent historiquement l'état de droit. C'est de cela dont il est question et dont il était question déjà en 2005, lorsqu'a été bafouée la volonté des Français pour soumettre notre Constitution au traité de Lisbonne.
C'est de cela dont il était question lorsque les Français étaient soumis en 2018 à une taxe carbone qui avait déclenché, souvenez-vous à l'époque, un immense mouvement de révolte populaire des Gilets jaunes. Et c'est encore de cela dont il est question lorsque la Cour de justice de l'Union européenne, avant-hier, a affirmé qu'il existait un droit inconditionnel à l'asile en Europe pour toutes les femmes afghanes. Bien sûr, nous sommes préoccupés par le sort terrible que subissent les femmes afghanes vivant sous le joug de l'obscurantisme le plus brutal qu'est l'islamisme. Mais accorder un droit global et inconditionnel à la moitié d'un pays à obtenir l'asile n'est ni sérieux ni raisonnable, surtout si l'on y ajoute le droit découlant du regroupement familial. Quelle tragique ironie par ailleurs, quand on sait la complaisance des institutions européennes vis-à-vis de l'islamisme, lorsqu'il a servi menace ou intimide des femmes sur le sol européen, mais aussi lorsqu'il représente le vecteur majeur de la diffusion d'un antisémitisme virulent qui touche directement dans toute l'Europe des citoyens de confession juive. À l'évocation du danger islamiste, comment ne pas se souvenir du dramatique attentat islamiste qui, un soir de fête nationale, a endeuillé cette belle ville de Nice. Nous n'effacerons jamais les images de nos mémoires et la douleur de nos cœurs. À la veille des commémorations des attaques terroristes du Hamas, le 7 octobre 2023, je ne peux également que rendre hommage solennellement aux 43 otages français exécutés par le Hamas et y inclure les 1189 citoyens israéliens qui ont perdu la vie ce jour-là. À toutes ces victimes, mes chers amis, nous ne pouvons faire qu'une seule promesse, celle de ne jamais abandonner le combat contre cette idéologie totalitaire et meurtrière qu'est l'islamisme. Après, les femmes afghanes, ce sont sans doute l'ensemble des réfugiés climatiques qui se verront attribuer par la Cour de justice ou par la Cour européenne des droits de l'homme un droit automatique à l'asile sur notre continent, sans que jamais vous n'ayez eu le droit d'exprimer votre avis démocratiquement. Cette dépossession démocratique, il ose l'affubler du nom d'État de droit. Là-dessus, d'ailleurs, je dois exprimer une divergence majeure avec notre ministre de l'Intérieur, M. Retailleau. Ce n'est pas l'État de droit en tant que tel qui doit être contesté. C'est tout le contraire. Nous en sommes les garants, au sens que lui ont donné les plus brillants philosophes européens des siècles passés. L'État de droit, c'est la soumission de tous aux règles démocratiquement définies et c'est l'une des immenses conquêtes de la civilisation européenne. Ce qui est contestable, en revanche, avec la dernière énergie, c'est la façon dont ils ont renversé cette notion pour en faire un instrument de soumission des peuples qui n'auraient plus la liberté démocratique de faire évoluer le droit. Cela, nous ne l'accepterons jamais. C'est précisément pour répondre à cet affaiblissement de la démocratie et de l'état de droit, chers amis, que je définis le projet du Rassemblement national pour la France comme une œuvre non seulement d'alternance, mais aussi de réparation, notamment de nos institutions. Nous souhaitons le rétablissement des conditions de leur bon fonctionnement, telles qu'elles avaient été initialement conçues, et c'est pour cela, je l'ai rappelé cette semaine au Premier ministre, que nous demandons que soit mis en place au plus tôt le scrutin proportionnel. Et au-delà du mode de scrutin, nous continuerons à encourager le gouvernement à consulter directement les Français
par la voie du référendum. Pourquoi pas au hasard sur l'immigration, par exemple? Mais toute personne douée de bon sens le sait, la première condition à toute réparation, c'est de faire le bon diagnostic. Pour une fois, faisons un peu d'autopromotion. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. On est même parfois uniquement servi par soi-même. Depuis maintenant très longtemps, notre famille politique a toujours tenu, malgré le déchaînement du système, ce rôle si crucial en démocratie de lanceur d'alerte. Celui qui fait le diagnostic avant les autres et alerte le peuple. Il y a des décennies, nous alertions sur l'immigration et le mondialisme. Il y a des années, nous alertions sur l'islamisme et l'européisme. Il y a des mois, nous alertions sur l'état des finances publiques. Sur tous ces sujets, je ne peux que constater que nous avons très souvent vu juste. Alors permettez-moi de m'arrêter un instant sur la question des finances publiques, puisqu'elle fait la une de l'actualité. Ce fut d'abord 10 milliards. 10 milliards, puis 16, puis 20, puis 25, 40, et finalement 60 milliards d'euros d'économies dont les Français ont découvert la nécessité au fil des derniers mois. En réalité, l'effort budgétaire que notre pays va devoir faire pour redresser les finances publiques sera sans doute à terme de plus de 110 milliards d'euros, selon une note du Trésor, une somme considérable qui représente l'ensemble des budgets de l'éducation et de la défense réunis. De tels montants donnent le vertige pour tout bon père ou toute bonne mère de famille qui veille aux finances de son ménage ou d'une entreprise. Cette litanie de chiffres inquiétants sonne comme le compte à rebours d'une vérité que la Macronie ne peut plus dissimuler par des artifices. Ils ont ruiné la France et ils ont menti aux Français. Par une étrange ironie de l'histoire, l'incompétence financière du Mozart de la finance s'impose aux yeux de tous, alors que le budget de notre pays est en déficit pour la 50e année consécutive, 50 ans, durant lesquels les gouvernements de droite, de gauche et du centre ont accumulé plus de 3 228 milliards d'euros de dettes. Ben oui, c'est bien ce même parti unique qui a ruiné le pays, qui s'est rassemblé pour empêcher le Rassemblement national de gouverner le pays. Le Front républicain n'est qu'un syndicat de la faillite. Il ne suffisait pas à Emmanuel Macron d'avoir porté les impôts, les dépenses et les déficits à un niveau historique, il lui fallait mentir. Nous savons désormais que toutes les annonces et prévisions de déficit public étaient fausses à hauteur, pardon, mais de plusieurs dizaines de milliards d'euros. Sur ce sujet, comme sur tant d'autres, le Rassemblement national a été la seule force politique à alerter les Français, à dire la vérité à nos compatriotes et à tenter d'imposer dans le débat politique ce sujet majeur. Souvenez-vous, avant les élections européennes, c'est nous qui avons déposé une motion de censure pour exiger un projet de loi de finances rectificative afin d'obliger le gouvernement à avouer la vérité aux Français. De LR à LFI, personne ne l'a voté. Avant les élections européennes, puis lors des législatives, nous avons dit aux Français que la Macronie préparait une véritable purge financière et fiscale. Pire, à chaque élection, les petits soldats du parti unique ont sans cesse fait le procès imaginaire du programme du RN pour mieux cacher la catastrophe bien réelle du pouvoir en place. Je vous le dis clairement, nous n'accepterons plus aucune leçon de compétence de nos adversaires politiques, mais aussi de ces galaxies d'experts autoproclamés, de think tanks, dont il suffit de tracer les financements pour comprendre leur propagande. Vous savez, mes amis, le temps révèle tout et triomphe toujours des mensonges. La crise budgétaire est par essence le bilan de toutes les erreurs des gouvernements successifs. La facture amère de la submersion migratoire, des erreurs économiques, du laxisme sécuritaire,
de l'effondrement de notre productivité, de notre soumission à la Commission européenne, d'une politique énergétique absurde, d'une bureaucratie étouffante. Mais n'ayez pas peur. À l'image de toutes ces politiques mortifères, la situation budgétaire est réversible. Car nous saurons nous appuyer sur la richesse de la France, la force de nos entreprises et la compétence de l'administration. Bien sûr, la situation est si grave que le chemin sera ardu. Mais nous avons le courage, la détermination et les solutions pour rétablir les comptes publics et briser la chaîne d'incompétence du parti unique. Alors, nous attendons aujourd'hui que le gouvernement dévoile enfin le budget pour l'année 2025, mais j'ai l'impression qu'aucune leçon n'a été entendue. Pensez que, d'après les premiers éléments, la seule ligne budgétaire qui augmente est notre contribution à l'Union européenne. En contradiction totale avec le message clair et sans appel envoyé par les Français dans les urnes le 9 juin dernier. Migration, mondialisme, islamisme, européisme, finances publiques, nous avons toujours eu, grâce à notre travail, grâce à notre connexion à nos citoyens et grâce à notre vision du monde, exemple de toute idéologie, cette capacité à voir en amont les grands enjeux pour notre pays. C'est grâce à cela que nous pouvons aujourd'hui proposer à nos compatriotes un projet cohérent. À l'heure des postures, à l'heure des caricatures, se livre une concurrence acharnée que en même temps délétère n'arrive pas à départager. Il est, je crois, utile et nécessaire de présenter sans relâche à tous nos compatriotes la quintessence du projet que nous portons pour la France. Un projet d'ordre, un projet de justice et un projet de progrès. Surtout, ce projet, il apporte une réponse politique à une situation politique qui oblige à faire des choix politiques. Nous ne sortirons pas de la crise sociale, de la crise sécuritaire, de la crise de l'immigration et bien sûr de la crise budgétaire sans des choix politiques clairs, tranchés, et c'est normal en démocratie, par le vote des Français. C'est d'ailleurs pour cela que non seulement nous pensons qu'il y aura des élections dans moins d'1 an, mais surtout que nous considérons ces élections comme urgentes pour notre pays. La France a besoin d'un gouvernement avec une légitimité démocratique forte pour faire face aux enjeux majeurs qui touchent notre nation. Le gouvernement actuel ne peut répondre à ces enjeux car il a une légitimité démocratique extrêmement faible. Il suffit de voir l'accueil réservé à Michel Barnier lors de son discours de politique générale. Jamais, je crois, dans l'histoire de l'Assemblée, un Premier ministre n'a reçu aussi peu de soutien à la fin de cet exercice. C'est bien au peuple français de trancher la politique qu'il entend voir mener et certainement pas aux technocrates de Bruxelles qui hier imposaient, suite à des crises budgétaires, une politique d'austérité aux Grecs ou aux Chypriotes. En conclusion, je veux vous assurer que nous avons vraiment, je le crois, une chance de relever notre pays. Je crois dans le génie français. Je crois dans la force de notre peuple de se sortir de toutes les situations, même les plus difficiles. Nous portons l'espérance de millions de Français qui, en juillet dernier, après nos résultats aux élections européennes et législatives, ont compris que notre arrivée au pouvoir n'était que différée. Alors soyez fiers du chemin parcouru. Soyez courageux pour celui qui reste à parcourir. Soyez forts pour demain participer au redressement du pays. Que cette cause, lorsque les obstacles s'accumulent, lorsque la résignation vous guette, lorsque la lassitude vous gagne, soit l'aiguillon, capable de décupler votre ardeur et de vous rappeler à l'enthousiasme de votre engagement. Ce pays que nous aimons si profondément, si passionnément, va sous peu nous appeler au pouvoir. Nous serons là pour répondre à son appel. Vive la République, vive la France! Voilà,
vous venez d'entendre donc, le discours de Marine Le Pen qui vient de s'exprimer dans cette salle de Nice. Comble, vous entendez également les acclamations à la fin de cette demi-heure de discours que l'on va analyser avec nos invités et nos journalistes. Anne-Sora Dubois du service politique est toujours avec nous, ainsi qu'Olivier Vial, directeur du CERUS, Centre d'études et de recherche universitaire. On va revenir avec vous, Anne, sur ce discours. Alors, évidemment, les thématiques principales récurrentes étaient présentes. Les fondamentaux. La sécurité, l'immigration. Elle est revenue évidemment sur la crise budgétaire, mais aussi, tout d'abord, en introduction, ce sur quoi Marine Le Pen a mis l'accent, et un peu tout au long de ce discours, c'est ce parti unique, cet objectif finalement de cette campagne permanente qui commence aujourd'hui à Nice. C'est ça l'objectif. Voilà, ça c'est la nouveauté dans le discours de Marine Le Pen, parce qu'elle a oscillé en mentionnant ses adversaires ces dernières années, en pointant ses adversaires. Ça a été longtemps Jean-Luc Mélenchon, la droite jugée trop molle, Emmanuel Macron beaucoup depuis 2017 évidemment. On est dans une globalisation aujourd'hui stratégique de la part de Marine Le Pen. En clair, c'est moi, nous, le Rassemblement national, contre le reste du monde. Façon de dire qu'en dehors du Rassemblement national, toute la classe politique a trahi successivement les Français. Elle est en train de capitaliser, Marine Le Pen, sur une phrase qui revenait très souvent pendant la campagne présidentielle. Quand on entendait les gens expliquer pourquoi ils étaient tentés par un vote Rassemblement national, ils disaient « eux, on n'a pas encore essayé ». Marine Le Pen a parfaitement entendu cette réflexion, ce message qui a été adressé par certains électeurs. Elle en fait aujourd'hui un argument de campagne, parce que c'est le lancement de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2027, et même, j'oserais dire, pas forcément 2027, parce qu'on a bien compris que pour elle, ça se jouerait bien avant. Donc il y a l'idée de ce parti unique, c'est nous contre le reste du monde, avec une globalisation quasi un peu à la Mélenchon, je sais que ça ferait hurler Marine Le Pen, mais du dégagisme. Cette classe politique, quel que soit le parti, vous êtes déçus. Et donc, désormais, le seul pôle vers lequel vous devez vous tourner, c'est le Rassemblement national. Un petit mot sur le budget, rapide, parce qu'évidemment, dans cette globalisation de la classe politique, elle dit aussi que tous ces partis sont co-responsables de la situation financière désastreuse dans laquelle se trouve la France aujourd'hui avec ce budget intenable. Marine Le Pen dit qu'elle a alerté à de nombreuses reprises. Rappelez quand même que lors de la dernière élection présidentielle, il y a un chiffrage de son programme pour la présidentielle qui a été fait. Selon l'Institut Montaigne, par exemple, il n'y a pas que cet institut qui a chiffré le programme de Marine Le Pen. C'était une augmentation de 100 milliards d'euros par an, Marine Le Pen. Son programme, avec notamment des gros cadeaux pour le pouvoir d'achat des retraités et des ménages. Alors évidemment, ça aurait recréé de la croissance d'un autre biais, donc c'est pas 100 milliards secs, ça aurait relancé aussi peut-être une partie de l'économie, mais c'était quand même ce chiffrage qui avait été fait. 100 milliards, c'est moins que les 60 milliards que doit trouver aujourd'hui Michel Barnier. Les finances pour elle, sont toujours 110 milliards. Elle a pris une autre source, notamment du Trésor public. Voilà. Effectivement que ça va encore monter, oui. Ils ont ruiné la France, c'est ce que dit Marine Le Pen. Olivier Vial, le fond, la forme, qu'est-ce que vous avez pensé du discours de Marine Le Pen ? Effectivement, je suis assez d'accord. Dans cette logique du parti unique, elle essaye de se positionner, elle, contre tout le monde. Mais en même temps, il y a, je pense, le début de quelque chose qui va être compliqué pour elle. Elle a dit qu'il fallait des choix clairs et des choix politiques. Et ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'elle se positionne politiquement. Et là, pour l'instant, elle est dans une logique où c'est tout le monde à franger et nous, on va faire mieux, mais sans dire si elle est de droite, par exemple, ce qu'elle a pendant très longtemps refusé de dire. Et dans son alliance, par exemple, avec Éric Ciotti, il y a déjà un petit peu l'idée d'une union des droites. Sauf qu'elle... Grande union nationale, elle appelle ça. Grande union nationale, mais elle n'assume pas ça. Et dès lors qu'elle dit qu'elle a des solutions, elle le dit beaucoup mais elle n'en a pas décliné une seule. Et dès qu'elle va commencer, alors peut-être que tout ce travail pendant ces mois avec des nouveaux meetings, peut-être qu'on aura des déclinaisons, mais dès lors qu'il y aura des déclinaisons sur où est-ce qu'elle compte faire des économies, sur quelles sont ses méthodes pour lutter contre l'immigration, parce qu'elle essaye même d'être plus progressiste que Bruno Retailleau, elle se positionne dans quelque chose qui finalement, pour l'instant, on dirait du Martine Aubry, plus c'est flou, plus il y a un loup, mais ça lui permet effectivement de pouvoir se positionner comme quelqu'un qui finalement est très très rassembleur. Dès lors qu'elle va approcher des solutions, effectivement, il y aura un clivage politique qui va renaître et on verra effectivement si elle est en capacité d'avoir ce rassemblement ou si le clivage renaît. Et je pense que ça, c'est une des craintes qu'elle peut avoir avec le gouvernement Barnier. C'est que c'est pour ça qu'elle a bien rappelé qu'elle appuierait sur le bouton avant un an, parce que il faut pas non plus que elle mise pas sur le chaos, mais elle mise pas sur la réussite non plus. Si ce gouvernement commençait à réussir et à avoir des solutions, des réponses qui satisfassent les Français, elle aurait tout intérêt à précipiter sa chute, parce que elle ne peut
grandir que si effectivement il y a un échec du gouvernement actuel. Alors Anne, justement, ce flou sur les solutions, donc aujourd'hui il y a beaucoup de critiques, mais peu de solutions concrètes évoquées lors de cette prise de parole. Est-ce que ça va être égrené, est-ce qu'on peut imaginer que ça va être égrené au cours de ces différentes campagnes, là, une fois par mois, un peu partout en France? Est-ce qu'on va pouvoir attendre peut-être des solutions concrètes qui vont être expliquées, détaillées aux Français? Oui, on est sur le début d'une déclinaison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle posait les fondamentaux qu'on a tous reconnus, effectivement, vous les avez cités tout à l'heure, l'immigration, le déclin du pays, dramatisation d'ailleurs du déclin, le bateau France prend l'eau, l'Europe déconnectée, la légitimité démocratique. Bien sûr, absolument, mais on n'en est pas encore aux solutions pour l'instant, on en est effectivement au constat. Constat plutôt dramatisé, avec effectivement des raisons de le faire, et avec l'idée qu'il va falloir faire surgir une forme de colère. Parce que quand elle dit les aspirations des Français ont été ghostées, la classe politique a tordu le bras aux Français. Là, c'est 11 millions de l'idée Français qu'il y ait, voilà. Oui, parce qu'elle fait aussi cet exercice rhétorique de démonstration de force en égrenant ces chiffres, le score au premier tour des élections législatives, le premier groupe à l'Assemblée nationale, la première délégation au Parlement européen, qui sont effectivement des réalités. Le Rassemblement national a énormément progressé ces derniers temps. Donc pour l'instant, la démonstration de force et les fondamentaux, on ira ensuite dans la déclinaison, on l'imagine bien. Elle est assez coutumière du fait, Marine Le Pen, elle l'avait fait lors de la dernière élection présidentielle, de décliner comme ça thématiquement. Elle avait fait une conférence de presse sur l'immigration, une conférence de presse sur le pouvoir d'achat, une conférence de presse sur la sécurité. C'est l'idée de décliner ça pour les mois qui viennent en faisant un meeting par mois, on l'imagine, avec des thématiques fortes en fonction aussi de l'actualité. Tout ça est suspendu, bien évidemment, à l'avenir de son parti et au procès. Parce que on le rappelle quand même. Grand absent de cette prise de parole, on n'a pas parlé du tout. Voilà, grand absent de cette prise de parole. Et pourtant, Marine Le Pen a bien pris soin d'en parler aux journalistes qui se sont rendus à son meeting, et Jordan Bardella également. On rappelle précisé, juste, pardon, Anne, une parenthèse, le procès, voilà, ce que c'est que cette affaire. Ça a commencé en début de semaine. Marine Le Pen, qui, avec 24 députés, eurodéputés du RN, qui sont devant la justice donc depuis lundi. Absolument. Pour l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national, en fait, on accuse ces personnes du Rassemblement national d'avoir mis en place un système de faux assistants parlementaires qui donc étaient payés par le Rassemblement national, mais ça faisait une manne de personnel déclaré pour le Rassemblement national, alors qu'en réalité, ces personnes, c'est ce que soupçonne la justice, n'auraient pas travaillé pour le Rassemblement national. Donc des emplois fictifs en quelque sorte. Ils auraient travaillé pour le Rassemblement national, mais pas pour le Parlement européen. Mais pas dans le cadre du Parlement européen. Donc un système en plus de vase communicant entre le financement du groupe Rassemblement national au Parlement européen et le financement du parti. Donc c'est la fin d'une très longue instruction. Qui s'est doublé en plus il y a quelques jours d'éléments qui mettent en cause Jordan Bardella sur des agendas qui auraient été retrouvés, qui auraient été achetés après effectivement le supposé travail de Jordan Bardella en tant qu'assistant parlementaire au sein du Parlement européen. Donc tout ça est quand même très complexe. À la fin d'une très longue instruction, il y a beaucoup de personnes qui sont entendues. Ça fait longtemps, mais il n'y a pas de sérénité du côté du Rassemblement national, y compris du côté de Marine Le Pen. Il y a la crainte effectivement qu'à la fin, il y ait une condamnation, et cette condamnation peut être assortie d'une peine d'inéligibilité. Si jamais c'était le cas, imaginez un peu ce que ça voudrait dire pour la suite de l'avenir politique de Marine Le Pen et du Rassemblement national. Donc tout ça est suspendu aussi à ce procès. C'est la raison pour laquelle il y a cette démonstration de force pour montrer que malgré cette épée de Damoclès, elle est toujours l'épée de Damoclès de Michel Barnier, et qui a une démonstration de force aussi démocratique. Olivier Vielle. Oui, mais je pense qu'effectivement, elle a ça en tête, mais il y a deux choses quand même qui ont changé depuis quelques années. C'est que on voit que même si elle a aujourd'hui le leadership du parti, le parti survivra si elle est en capacité d'inéligibilité. Aujourd'hui, il y a un vrai quand même vote Rassemblement national qui existe et qui dépasse simplement la personnalité de Marine Le Pen. Ça, c'est une première chose. Et puis, cette affaire, elle dure longtemps. C'est quelque chose d'assez compliqué parce que ça pose la question de qu'est-ce que le travail d'un attaché parlementaire. C'est pas la seule qui a des problèmes. On a eu ce problème. Il y a eu François Bayrou qui a eu la même affaire il y a quelques mois. Donc, effectivement, il faut rester un peu serein sur ce qui va se passer. Je pense qu'elle a cette crainte de l'inéligibilité, mais malgré tout, c'est sur un problème, c'est sur un aspect assez particulier qui fait que même si elle était en capacité d'inéligibilité, je pense que le parti, lui, ne serait pas considérablement affaibli et qui pourrait rebondir. Et d'ailleurs, elle joue de ça. Parce que lancer la campagne, ça voudrait dire que si
les juges prennent cette décision à ce moment-là, ça serait un camouflet. Et là, par contre, effectivement, ça pourrait d'ailleurs lui servir de tremplin pour faire monter encore le vote Rassemblement national. Merci, procès jusqu'au Olivier 27 Vial. novembre. Évidemment. Merci Olivier Vial, merci également Anne-Sora Dubois. Restez avec nous dans un instant. Nous allons revenir sur cette autre grande actualité du jour, à la veille de ces commémorations des attentats en Israël du 7 octobre 2023. Des attaques, plusieurs attaques terroristes ont eu lieu de manière combinée aujourd'hui à Beersheva en Israël, faisant au moins une personne morte, une jeune femme d'une vingtaine d'années et 10 blessés. On reviendra sur ce bilan encore provisoire de cette terrible attaque dans un instant. Tout de suite, la météo.